Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour la grande édition du soir. Léa, bonsoir. Yann, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Renvoi du procès Mamadou Diop jusqu'au 26 novembre prochain. Un renvoi plutôt surprenant de l'avis des avocats de la partie civile. Ils veulent en finir pour le repos de l'âme de l'étudiant tué le 31 janvier 2012 à la place de l'Obélisque. Corruption dans la justice. Le nouveau président de l'Union des magistrats du Sénégal réagit suite à la déclaration de maître Mamada Magueye. Magueye Diop estime ne pas se fier au dit. Syndicats d'enseignants et gouvernement montrent leurs dispositions pour une année scolaire apaisée. Le respect des accords signés en préalable respecté avant tout pour les syndicalistes. Les deux parties se réunissent autour d'un forum de 48 heures. En sport, Sepp Blatter et Michel Platini suspendus pour 90 jours. Issa Hayatou sur l'intérim à la présidence de la FIFA. À suivre la réaction du premier vice-président de la Fédération camerounaise de football dans ce journal. Léa, donc c'est parti. Avec le procès Mamadou Diop pour renvoyer jusqu'au 26 novembre prochain à la barre, les deux policiers accusés Tamsir Ousmane Thiam et Wagan Souaré ont souhaité disposer d'un avocat. Pour les avocats de la partie civile, Maître Abdoulaye Tine et Maître Hassan Dioman Diaye, ce cinquième renvoi est surprenant. Tué le 31 janvier 2012 par un dragon de la police lors des affrontements à la place de l'Obélisque, les avocats de Mamadou Diop disent vouloir en finir avec cette affaire pour le repos de son âme. Ils sont au micro, tous deux d'Alassane Ba. Ce qui est décevant en cela, c'est surtout le motif du renvoi. Parce que les deux agents, pour la première fois, ont comparu. La dernière fois, vous vous rappelez, ils n'avaient pas comparu parce qu'il y en avait un qui était en déploiement, nous avons appris, donc dans une mission de maintien de la paix au Mali. On ne peut pas dire que le renvoi est aujourd'hui justifié par la bonne administration de la justice. Et deuxièmement, c'est que l'affaire a été prise. On avait commencé, vous l'avez vu vous-même, les débats, les interrogatoires et les contre-interrogatoires. Et c'est quand même étrange que, voyant les éléments objectifs qui les accablaient, ils ont décidé spontanément de dire « Ah bon, nous, on croyait que l'agence judiciaire de l'État était là pour nous défendre. » Et curieusement, bien sûr, l'agence judiciaire a dit « Ah non, moi je représente les intérêts de l'État. » Et à ce moment-là, ils nous disent qu'ils demandent un avocat. Je pense qu'il est important que cette affaire soit vidée, surtout au vu de la symbolique que représentait surtout Mamadou Diop pour la jeunesse et pour le devoir de mémoire. On se rappelle que Mamadou Diop s'est sacrifié pour la nation sénégalaise dans une quête de respect de la Constitution, mais de consolidation également de l'État de droit. Aujourd'hui, que cette affaire ne reçoive pas le traitement adéquat, évidemment, nous met dans une situation inconfortable et c'est même un manque de reconnaissance. Et puis corruption au sein de la magistrature, un sujet soulevé par Maître Adama Gueye, ancien bâtonnier pour le nouveau président de l'Union des magistrats du Sénégal. Il n'y a aucune preuve concrète pour lui permettre de servir, de ce qui lui permet de sévir. De servir. Pour lui, dit-il, il est plus pertinent d'être en présence des faits pour sévir tout en se disant déterminé à combattre la corruption. Plus de détails avec Alassane Ba et Mamadou Diop. Interpellé sur la question de la corruption soulevée dans la justice, le nouveau président de l'UMS, qui n'a pas encore pris fonction, donne son avis sur la question. Moi, je suis juge, je vais sur ce que je maîtrise. Je crois que c'est très facile de crier comme ça à tort et à travers qu'il y a de la corruption dans la magistrature. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption dans la magistrature, mais je ne me fonde pas sur de simples déclarations fortuites, parfois même infondées, parce que non étayées par des éléments de preuve probants et concluants. D'accord? Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour Maître Mamada Magueye, c'est vous qui l'avez cité, ne serait-ce que pour sa casquette d'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats. Mais j'estime qu'une procédure qui a suivi son cours jusqu'à terme, et on attend que la Cour suprême se prononce pour revenir encore ruer dans les brancards,
Bon, attendons de voir. Il reste cependant catégorique. Si des cas de corruption sont identifiés, les responsables seront poursuivis. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas de corruption dans la magistrature. Parce que la magistrature, c'est composé d'hommes et de femmes de valeur. D'accord? La magistrature regorge de talent. Nous avons un statut qui nous est tous applicable. Et aucun manquement au devoir de probité ou à une règle quelconque prévue dans le statut ne sera pas toléré. Parce que le magistrat doit être au-dessus de tout soupçon. Mais aussi, il ne faut pas simplement laisser libre cours à un sentiment ou à une conviction quelconque. Tout cas de corruption avéré, je dis bien avéré et non pas simplement allégué, tout cas de corruption avéré sera traité comme il le faut avec toute l'efficacité requise. La corruption existe dans tous les domaines et dans tous les pays. Ce n'est pas le propre des Sénégalais, ce n'est pas le propre de la magistrature. On en trouve partout. C'est un fléau qu'il faut combattre. Pour combattre ce fléau, il faut mettre en place des institutions, des mesures. Et il faut aussi beaucoup d'indépendance à ces institutions pour un travail rigoureux et sérieux. Ces hommes de la justice n'excluent pas cependant la corruption dans ce milieu. Toutefois, le magistrat Maguette Diop a tenu à rappeler que la magistrature fait partie des corps qui sanctionnent le plus. Restons toujours sur ce chapitre judiciaire avec le magistrat Maguette Diop qui soutient que la CREI n'a jamais pris de pause dans la traque des biens supposés mal acquis. D'après lui, tout dossier soumis au juge de la CREI est traité avec la plus grande rigueur. En ce moment, le dossier en cours est celui de Taïbou Ndiaye, ancien directeur du cadastre, est poursuivi dans la traque des biens supposés mal acquis. Al-Hassan Ba et Modou Diop. Moi, je ne suis pas un juge séjournier, mais je travaille en permanence. Et tout dossier qui sera soumis à l'examen de la Cour de répression de l'enrichissement illicite sera traité avec toute l'objectivité, toute l'indépendance et toute l'impartialité requise. Moi, je suis juge, j'attends. Je ne me saisis pas d'office. Si on me saisit d'un juge à traiter, on la jugera avec tous les collègues, avec à notre tête le président Henri Grégoire Diop. Et nous ferons notre travail comme il se doit, sans sourciller et sans aucune complaisance aucune, encore une fois. Sans aucune complaisance, pardon. Jusque-là, on n'a pas saisi par rapport au siège, non, au siège, on a une affaire qui est mise en délibéré, qui est l'affaire Taïbou Ndiaye. Je ne sais pas ce qui se passe à l'instruction ni au parquet, parce que aussi il y a la séparation des fonctions. D'accord? Mais ce que je sais est que tout dossier qui sera porté à la connaissance du juge du siège sera traité conformément à la loi, avec toute la rigueur requise. Le magistrat Maguette Diop qui s'exprimait au micro de Al-Hassan Ba. Traité théorique et pratique de la procédure pénale, c'est le titre du livre du magistrat Cher Diakhoumpa, un ouvrage entièrement dédié au rôle de la justice, Cher Tidiane. Un livre où le docteur en droit a soulevé quelques critiques sur la politique criminelle. Il n'est pas en phase avec la liberté conditionnelle, la grâce présidentielle entre autres. Je propose d'écouter Cher Diakhoumpa au micro d'Al-Hassan Ba. Des éléments de politique criminelle. Il y a des critiques dans ce livre. Par exemple, nous avons critiqué les grâces présidentielles, nous avons critiqué les libérations conditionnelles. Parce que depuis de 2011 jusqu'à nos jours, il y a plus de 3000 personnes qui ont bénéficié de ces mesures, au point qu'il y a une démystification des lits de prison. Or, le droit pénal est un droit sanctionnateur. Le droit pénal est un droit de dissuasion, est un droit d'exemplarité. Donc, si le délinquant ne craint plus cette sanction, la société est en danger. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons déploré la suppression de la cour d'assises. Parce que la cour d'assises par le passé, de par sa solennité, de par la rigueur de ses décisions, prononçait des peines exemplaires. Toute la presse était là et le crime mineur faisait attention parce qu'il se disait, en commettant une infraction, je risque la perpétuité. Maintenant, c'est avec les chambres criminelles, il y a moins de publicité. 7 blessés, dont un grièvement. C'est le triste bilan de cet accident sur la route de Ouakam où 2 taxis sont entrés en collision. Des chauffeurs des taxis très mal en point et admis aux urgences à l'hôpital militaire de Ouakam. Je propose de suivre cet élément signé Pape Farani et Younous Diatta.
beaucoup de blessés, dont un grièvement. Le chauffeur de l'un des taxis a été évacué à l'hôpital militaire de Ouakam. Même les militaires et autres passants avaient des difficultés pour le sortir de la voiture. Il a fallu plusieurs minutes pour l'extirper du véhicule dans un état très grave. Le chauffeur, je viens de l'évacuer ici, à l'hôpital militaire de Ouakam. Je ne sais pas s'il est mort, mais il est complètement abattu. Ces blessés dans le choc attendent l'ambulance pour les évacuer. 3 d'entre eux, des ressortissants camerounais, étalés sur la route. Subitement, il y a un véhicule qui venait de ce côté-là, qui a heurté le taxi. Le véhicule taxi, subitement le taxi s'est renversé. Donc c'était devant nous. L'origine de l'accident, cette pick-up est stationnée au bord de la route qui a causé ces spectacles désolants. Nous ouvrons une large fenêtre d'éducation, Léa, avec les syndicats d'enseignants et le gouvernement autour d'une table pour une année scolaire apaisée. Une rencontre, chère Tidiane, qui n'est pas utile pour certains syndicalistes qui disent toujours attendre le respect des accords précédemment signés. Compte rendu de ce premier jour de forum où se sont rencontrés syndicalistes et membres du gouvernement avec Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Syndicats d'enseignants et gouvernement autour d'une table, une session de rentrée pour tous les acteurs de l'éducation. Abdou Fati, secrétaire général du Grand Cadre, n'attend pas grand-chose de cette rencontre. Hier, on a fait 3 tours d'horloge pour dire est-ce que nous allons y participer ou non. Finalement, on est venu, c'est une énième rencontre comme vous le dites. Heureusement, ils ont été représentés au plus haut sommet. Mais ce qui nous inquiète, ils sont partis, il n'y a que les seconds couteaux. Est-ce que les seconds couteaux vont prendre des décisions allant dans le sens de matérialiser, allant dans le sens de renégocier, de rééchelonner les échéances? Parce qu'ici, les échéances sont dépassées. Les engagements sont pris. Il suffit de matérialiser. Pour Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QSEMS, le temps des négociations est dépassé. L'heure doit plutôt être à la concrétisation des accords déjà signés. Le point le plus important, qui était le point d'achoppement entre le QSEMS et le gouvernement, c'est-à-dire l'alignement de l'indemnité de logement sur celle des autres agents de même niveau de qualification, mais ce point n'a pas été évoqué ici. Et c'était le point d'achoppement. Il s'agit d'arrondir les angles, selon le ministre de l'Éducation nationale. Ce qu'on a appelé une session de rentrée entre tous les acteurs et partenaires du système éducatif, qui doit faire le point sur les difficultés que nous avons eues l'année dernière, les points de blocage, les pas que nous pouvons faire pour régler les problèmes qui subsistent, restaurer la confiance entre les acteurs et partenaires du système et voir quelles sont les conditions d'une année scolaire apaisée. À cette rencontre, différents ministères ont pris part. Pendant 2 jours, syndicalistes, sociétés civiles vont à nouveau chercher des solutions pour sortir l'école sénégalaise de cette crise, mais également avoir une année scolaire 2015-2016 apaisée. Présent à ces nouvelles négociations, Mamadou Diop dit Castro déplore l'absence de suivi dans les engagements déjà pris. Pour le président du Haut Conseil pour le dialogue social version éducation, le gouvernement est fautif dans ce manque de suivi. Je propose de l'écouter. Le problème se situe au niveau du suivi. C'est le suivi qui pose problème aujourd'hui parce que le suivi des engagements pris de part et d'autre. Quand il y a des concertations, on débouche sur des conclusions. Quand il y a des négociations, on débouche sur des accords. Mais il faut assurer le suivi de ces accords, assurer le suivi des engagements pour instaurer une confiance de nature à permettre un règlement progressif des questions. Nous restons sur cette rencontre qui suscite beaucoup d'espoir pour le président de la FENAPES. Optimiste, Bakary Badiane ne l'est pas totalement puisque selon lui, le manque de confiance entre les différentes parties rend difficile la sortie de crise. Bakary Badiane s'est confié à Aminata Mbaresso. On a tout dit, on a beaucoup dit, mais beaucoup de choses ne changent pas. Les responsabilités à-t-il la faute? Bon, ça dépend des acteurs. De la sincérité des acteurs. Quand on parle de respect des accords, c'est de part et d'autre. Les enseignants ont pris l'engagement d'observer une pause l'année que nous venons de passer. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Le gouvernement s'est engagé aussi pour respecter les accords réalisables.
On saura tout à l'heure si ces accords ont été respectés, oui ou non. Après ces nouvelles négociations entre syndicats de l'enseignement et gouvernement à Dakar, nous parlons des assises de l'éducation à Matam. Pour une année scolaire réussie, les autorités municipales sont plus qu'impliquées. Des moments d'échange avec les acteurs de l'école à Matam, des pistes de réflexion sont évoquées pour mieux démarrer l'année scolaire à Liban-Delnian. Des contre-performances enregistrées durant ces 3 dernières années aux différents examens de fin d'année dans la ville de Matam. Le constat est amer pour les parents d'élèves de la commune. Une donnée contre laquelle les autorités municipales comptent se déployer pour renverser la tendance. D'où la tenue des assises de l'éducation ayant impliqué l'ensemble des acteurs de l'école. J'étais un peu inquiet parce que, comme vous m'avez dit, au niveau de l'éducation, je pense que la commune de Matam a tout fait. Et ce qu'on fait ici, on peut dire qu'aucune commune au Sénégal ne le fait chez elle. Donc, actuellement, là où je vous parle, vous avez vu que les résultats de Matam sont catastrophiques. Il fallait tirer un signal d'alarme. Et c'est ce que j'ai fait, demander une journée d'assises, convoquer les responsables de l'éducation, les acteurs de l'éducation, les directeurs d'école, les enseignants, la population de Matam et essayer de voir pourquoi ça ne va pas. Face à cette situation, les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Selon l'inspecteur d'académie de Matam, il faut l'implication de tous pour se projeter cette année dans une nouvelle démarche. Ces assises nous ont permis, chacun, en ce qui concerne chacun de ces acteurs-là, de situer les causes. Un défi qui est en train d'être relevé, vous savez actuellement, le débat qui se pose par rapport même au recrutement des enseignants, c'est un débat national. Et je crois que depuis en tout cas 2 ans, il y a des mesures actives qui sont prises et le relèvement du niveau de formation, du niveau de recrutement des enseignants. Et si on maintient en tout cas une bonne initiative développée par M. le ministre de l'Éducation, on pourra voir les résultats sous peu. Mais il est évident que nous avons parmi quand même nos enseignants, que ce soit ici et même ailleurs, des profils qui quand même posent problème. Comme c'est le cas chaque année à la rentrée des classes, le conseil municipal s'engage de prendre en charge les fournitures en faveur de l'ensemble des établissements de la commune. Comme pour dire tout simplement que la balle est désormais dans le camp des enseignants et des élèves. À Liban-Delnian, merci. Sangué dans la commune de Notodioba confronté à un problème d'eau. Faute de salle de classe, le lycée ne peut accueillir ses élèves. Lors du forum social organisé par la Convergence pour le développement de Sangué, les populations ont fait part de leur désarroi. Charanta Diop et Saïla Tire. Les jeunes de Sangué regroupés au sein de la Convergence pour le développement de Sangué, soucieux du développement de leur localité, ont fait l'inventaire des problèmes de la zone. La demande en scolarité, en éducation est extrêmement forte. Parce que je l'ai dit, quand nous prenons le village de Sangué qui polarise tout un ensemble de villages, il n'y a qu'un seul lycée. Il se trouve que le lycée, au moment où je parle, est toujours abrité dans les locaux du CM. Donc aujourd'hui, il se pose un problème dans le domaine de la santé. Il n'y a pas de centre de santé. Nous n'avons que des postes et des cases de santé. Dans le domaine de l'hydraulique aussi, il y a un problème pour ce qui est de l'accès à l'eau. En tournée économique dans la zone, le directeur de Petrosen, Mamadou Faye, délivre la clé de la prise en charge de ces problèmes à travers la responsabilité sociétale d'entreprise. Nous allons travailler avec le CODES pour la mise en place de ces projets-là. En plus de ça, nous verrons plus loin si c'est nécessaire de mettre, et je pense que c'est nécessaire, ce que nous appelons le domaine agricole communautaire. Parce que c'est dans la vision du chef de l'État, c'est un des grands projets qui peut changer l'agriculture au Sénégal. Dans le domaine de l'éducation, nous allons travailler ensemble dans ce sens pour assister, ce n'est pas seulement la zone ici, mais toutes les localités au Sénégal. Lueur d'espoir chez les populations de Sangué qui estiment que seul l'État et les partenaires au développement peuvent les aider à sortir de la zone de pauvreté. Dans la région de Sédhiou, les agents communautaires croulent sous les dettes, sans salaire depuis maintenant 10 mois. Ils sont poursuivis en justice par leur banque et par certains commerçants. Et avec cette ouverture scolaire des classes, ils ne peuvent plus assurer l'inscription de leurs enfants à l'école. C'est une correspondance signée Salah Samb et Bakary Conté. Les ASCOM de la région de Sédhiou réclament le paiement de 10 mois d'arriérés de salaire
Ils sont poursuivis par les banques et les commerçants de la place. Les ASCOM sont restés pendant 10 mois sans salaire. Pendant 10 mois sans salaire, c'est quelque chose vraiment qui fait mal. La précarité vraiment de leur situation. Raison pour laquelle aujourd'hui on est venu en association pour venir revendiquer ça, pour que l'État fait tout pour vraiment nous donner nos dus. Raison pour laquelle aujourd'hui on est venu pour demander, lancer un appel au président de la République pour qu'il puisse vraiment régulariser nos salaires. Donc je crois qu'il y a certains de nos collègues qui sont décédés. Jusqu'à présent, leur famille n'est pas prise en compte. On est là, on est en train de souffrir. Les banques qui poursuivent nos collègues au niveau de la justice, ça vraiment c'est honteux. Il y a certaines qui ont abandonné leur maison parce qu'ils sont perfusés jusqu'au bout. Ces pères de famille ne peuvent pas inscrire leurs enfants à l'école. Parce que nous pensons que l'État, tantôt ce qu'il disait, il dit Oubité Djangité. Oubité Djangité, nous, si nous Oubité, nous Djangité. Parce que nos enfants là n'auront pas, on n'a rien du tout pour acheter, même on a 0 francs pour acheter du pays, des cahiers. On a 0 francs pour payer vraiment la scolarité de nos enfants. Donc on est confronté à ce problème aujourd'hui, on est tellement fragile, on est en train de poursuivre nos collègues par rapport aux banques et par rapport même aux commerçants. Vraiment, on ne peut pas vivre dans ces situations. Ces 33 ASCOM de la région de Sédhiou demandent l'intervention du président de la République dans les plus brefs délais afin de mettre fin à leur calvaire. Nous parlons de toute autre chose. Après le drame de Mina où le Sénégal a compté des dizaines de morts, le Parti démocratique sénégalais demande la démission du gouvernement de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Les libéraux déclarent en outre que l'État du Sénégal a voulu faire de la récupération dans la victoire des Lions à l'Afrobasket 2015. C'était lors de leur réunion hebdomadaire de bureau politique. Pape Faraning, Younous Diatta. Le comité directeur du Parti démocratique sénégalais réclame la démission du gouvernement sénégalais après une mauvaise gestion, selon lui, du drame de Mouna. Le démocrate sénégalais le condamne et en conformité avec ce qui a été décidé avec le Front patriotique pour la défense de la République, condamner ces errements du gouvernement, exiger la démission du gouvernement, au moins pour montrer aux Sénégalais qu'ils sont sensibles à ce qui arrive aujourd'hui à notre peuple. Mais ce qui est le plus choquant pour la communauté nationale, c'est que le gouvernement n'a pas pensé au départ que cette affaire était une affaire tellement sérieuse. Et pourtant, ça n'a pas empêché les autorités, à commencer par M. le Président de la République, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, de plastronner dans les couloirs des Nations Unies au moment où les Sénégalais mouraient ou étaient en train de mourir dans les hôpitaux d'Arabie Saoudite. Babacar Gaye et ses camarades déplorent aussi ce qu'ils qualifient de récupération politique, la victoire des Lions par le président de la République. Ça n'a pas empêché autant, et le comité directeur le condamne, que le président de la République veuille faire de la récupération politique avec l'arrivée victorieuse des Lions de Yaoundé, oubliant peut-être que quelque part, il restait encore quelque chose à faire à Mouna pour identifier les corps qui restaient, mais surtout rassurer le peuple sénégalais quant à l'ampleur du dégât. Le comité directeur du PDS a mandaté le coordonnateur du parti de choisir des hommes pour le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Et comme cela se fait depuis 3 ans, pour qu'à l'occasion du renouvellement des instances de l'Assemblée nationale, que mandat lui soit donné de faire les choix nécessaires aussi bien pour la direction du groupe parlementaire que pour tous les postes concernant les militants du parti qui sont présents à l'Assemblée nationale. La situation de l'école sénégalaise, mais aussi les pétitions pour la libération de Karim Wade étaient au centre des débats. Pape Faraning, merci. Les politiques qui s'emparent du dossier de la tragédie de Mina, Léa, des observateurs du paysage politique se prononcent sur la question. Pour certains, il est normal que l'opposition se serve du drame pour critiquer le gouvernement en place. Pour d'autres, ce n'est pas le moment de remuer le couteau dans la plaie. La tragédie est encore trop récente. Adi Atala et Tierno Laurent Mendy. Jusque-là, la solidarité et la résilience ont prévalu après la tragédie de Mina. Brusquement, pouvoir et opposition décochent leurs flèches et s'attaquent frontalement à la surprise générale du peuple. Aliou Diara, rédacteur en chef de Sud FM, déplore cette attitude. Au moment où des familles pleurent la perte d'un proche, peut être un père, peut être une mère, une tante, un frère, une soeur, une cuisine,
qui n'ont même pas encore fait le deuil de ces pertes. Les politiciens prennent les micros, se mettent sur la place publique pour appeler soit un gouvernement à démissionner ou bien qu'un gouvernement est irresponsable. La question de l'heure, ce n'est pas cela. Le Premier ministre était là-bas. La fonction de Premier ministre n'est pas une fonction entre parenthèses. Donc, automatiquement, moi je pense, la question devient politique. Elle a une charge politique, en dehors de la charge émotionnelle. L'opposition est là pour capitaliser sur les erreurs de ceux qui gouvernent. Et c'est de bonne guerre. Parce que le champ politique aujourd'hui n'est pas un champ pacifié. C'est un champ de conflit permanent. À partir de là, on ne pardonne rien. Le sociologue pense que c'est de bonne guerre pour l'opposition d'exploiter des failles du pouvoir. L'opposition est dans son... Mais qui demande maintenant que le... Parce que je dis, il y a une symbolique. Ce n'est pas tout le temps qu'un Premier ministre est à la Mecque. Coïncidence, il y a l'accident. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit se confiner dans le confinement diplomatique et ou bien arrêter le confinement, sortir du confinement diplomatique et être le chef de la commission? Pour moi, il n'y a pas de parenthèse dans la charge publique. Elle est permanente, la charge publique. Si l'opposition veut faire démissionner le gouvernement, on se rappelle en 2004, le bateau Le Joola quand même a vu partir plus de 1865 citoyens sénégalais et étrangers. Des familles entières ont été décimées. Vous en connaissez, moi j'en connais. Donc ce n'est pas le moment ni l'argument. Ce n'est pas ce qui va faire démissionner un gouvernement. L'accident de Mina, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, va continuer sûrement à susciter le débat, avec le nombre de victimes qui va crescendo. Et puis parlons de la vente du décodeur pour capter la télévision numérique terrestre. Sur le marché, on le trouve à un prix supérieur aux 10 000 francs annoncés au lancement de la TNT. Et ces vendeurs se frottent les mains sur un produit qu'ils ont acheté à 10 000 francs CFA, même s'ils soutiennent qu'ils ne font pas dans la spéculation. C'est un reportage signé Mambiram Diouf et Modou Diop. La vente des décodeurs TNT, à quel revendeur se fier, à quel prix faut-il se plier? 10 000 francs prix officiel, l'unité, la réalité est autre sur le marché. 11 500, 11 000 francs, des prix qui varient, des intérêts qui divergent. Du côté des commerçants, telle la peste, l'on fut la question face à la caméra. Ce qu'on nous sert par contre, c'est qu'ils écoulent le décodeur recommandé et à des prix raisonnables. Enfin, un qui a accepté de nous parler. J'ai acheté le décodeur à 10 000 francs et c'est pour le revendre. Même si j'en tire un bénéfice de 500 francs, c'est bien. Mais revendre ce décodeur à 14 000 francs, je pense que c'est pas normal. Ah, 14 000 dafa ëpp c'est trop nee na am yërmande si nit ñi quoi. ma demee bay jël décision di ko jënd nag dama ragal ne fu njëg gi nekk rek ma fekk ko fa. Si je décide d'acheter le décodeur, je ne dépasserai pas les 11 000 francs, les 1 000 francs de plus sur le prix officiel. Je peux comprendre cela si l'on revend le produit, mais qu'on ne spécule pas. ñoom bu ñu ko jëlee ak seen transport ba indi ko fi ñuy jaayee nag tegal leen ci téeméer ñaari téeméer boobu wàññi bi ba ñett téeméer waaye nag amaa yenn njëg yu exagéré yi moom ëpp na. Outre les prix qui peuvent être exorbitants, la qualité du décodeur reste une autre équation. À côté de l'original, il y a toujours le faux. Pour éviter d'être trompé, il faut se rapprocher d'un technicien. Là où je m'approvisionne, tout se fait dans les règles de l'art. Je suis vraiment rassuré. Acquérir un décodeur qui répond aux normes et aux exigences de la TNT au prix conventionné, c'est le vœu des populations. Ainsi, il faut mettre un terme au jeu des spéculateurs. Et puis le vice-président de la SCOSEN se dit choqué par la spéculation notée dans la vente des décodeurs TNT. Pour Mohamed Sissé, les organes de contrôle de l'État doivent retirer les appareils du marché. Écoutons-le pour plus de précision. Il est au micro de Chérif Dia.
Nous sommes vraiment désagréablement surpris de constater au niveau du marché que les décodeurs sont vendus par les commerçants. Je crois que nous avions participé aux travaux des ateliers. Nous avions même demandé à ce que le prix soit inférieur à 5 000 francs. Mais l'État avait eu le dernier mot et a fixé le prix du décodeur à 10 000 francs en subventionnant le package. Et depuis 3 jours, il faut dire que même avant, on nous avait signalé que le décodeur se vendait sous le manteau. On a essayé de faire des investigations, mais depuis 3 jours, nous avons remarqué que partout à travers le Sénégal, ou dans certaines localités, que les commerçants détenaient des milliers de décodeurs qu'ils vendaient, de 15 000 francs jusqu'à 18 000 francs. Imaginez, avec la subvention, l'État demandait à ce que le consommateur puisse l'avoir, ce qu'on parle d'accessibilité. Mais ce qu'on a remarqué, c'est une spéculation. Et c'est le moment à ce que les consommateurs s'érigent comme un seul homme pour demander à ce que les corps de contrôle investissent les marchés, retirent tout ce qui est mis sur le marché et qu'on revienne à une distribution normale. Parce qu'il n'est pas question qu'un produit subventionné soit vendu à un prix supérieur. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? L'opérateur qui a eu à gagner le marché a mis du temps. On ne connaît pas les points de vente. Mais figurez-vous, un consommateur qui se dit « je vais l'acheter à tel point à 10 000 francs » ne l'achèterait jamais à 15 000 francs sur un marché. Agriculture à présent, société civile, secteur privé, gouvernement et partenaires techniques veulent booster le secteur. Cette année, grâce aux pluies abondantes, les rendements agricoles s'annoncent meilleurs, situation adéquate pour renforcer la recherche et faciliter l'accès au marché international. Fatou Kinedem et Mohamed Dian. Une bonne pluviométrie notée cette année, les rendements agricoles seront satisfaisants. Les techniciens rassurent. Par exemple, pour l'arachide, nous avons vu qu'il y a de bonnes perspectives, y compris même le riz, toutes les spéculations. Donc en gros, nous espérons pouvoir avoir une bonne production agricole. Déjà, vous avez constaté qu'il y a beaucoup de pastèques en ville. Le niébé, dans pratiquement toutes les zones, les gens ont commencé à récolter. Donc le maïs également, nous pensons pouvoir avoir de bonnes récoltes. Concernant le secteur agricole, société civile, partenaires techniques et financiers, secteur privé et gouvernement se sont réunis pour une revue conjointe du secteur. Des perspectives dégagées pour une agriculture beaucoup plus productive. Les producteurs ont la possibilité de transformer les exploitations familiales, mais il faut les accompagner, il faut les conseiller. Nous sommes dans un monde qui bouge. Nous vivons aussi les changements climatiques. Il nous faut vraiment avoir une adaptation par rapport à notre système de production. Notre souci, c'est d'avoir un foncier sécurisé. Si on a la possibilité de renforcer notre productivité, nous devons avoir aussi la possibilité de commercialiser nos produits. C'est à partir d'exploitations agricoles fortes, familiales fortes, travaillant en bonne intelligence avec un secteur privé national et international dynamique, que nous pourrons avoir une offre suffisante en quantité, satisfaisante en qualité, rémunératrice pour les producteurs, supportable par le budget des consommateurs les plus pauvres. Au terme de cette rencontre, des orientations claires sont attendues pour une meilleure mise en application de la politique agricole. Et puis en mot de sport, Joseph Blatter, Michel Platini suspendu pour 90 jours et c'est Issa Ayato qui assure l'intérim à la présidence de la Fédération internationale de football amateur. Une consécration pour le premier vice-président de la Fédération camerounaise de football, Alioune Aladi, que je vous propose d'écouter les joints au téléphone par Chartiyan Dion. Je pense que M. Issa Ayatou, personne ne l'ignore dans ce milieu-là. Depuis que les affaires ont commencé à la FIFA, je pense qu'il a eu la tête hors de l'eau. Et aujourd'hui, c'est une consécration. En tant que Camerounais, nous sommes tous contents, mais M. Ayatou n'appartient plus au Cameroun. C'est un citoyen de l'Afrique, pour ne pas dire du monde entier.
Donc, je pense que pour l'Afrique aujourd'hui, c'est quelque chose de très grand parce que c'est un monsieur qui a travaillé pour le football au niveau africain, pour arriver au niveau où nous sommes, jusqu'à organiser une Coupe du Monde, et qu'aujourd'hui il se retrouve à la tête de la FIFA. Nous sommes dans l'émotion et c'est inqualifiable. Et je pense que déjà, M. Hayat a beaucoup apporté au football africain. Je ne sais pas si en 90 jours, il pourra faire quelque chose pour l'Afrique. Mais de toutes les façons, je pense qu'aujourd'hui, il est le président de la FIFA, donc c'est un citoyen du monde entier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Léa, merci. Merci à toi, Chartidiane. Très bonne soirée.